justement, je pose la question, est-ce que c'est moral Mais écoute, en matière... de négocier contre des espèces sonnantes et trébuchantes? Il y a eu mort d'homme, vous avez parlé, il y a des gens qui souffrent encore de ça jusqu'à aujourd'hui et qui en souffriront, qui auront des séquelles. Est-ce que, du point de vue de l'État, c'est moral de négocier la santé, la vie de ses concitoyens contre de l'argent? Donc, revenons au droit et non pas à la morale. Quand quelqu'un commet une faute ou fait une contrainte par corps, il paie des indemnités. N'est-ce pas? Sinon, quelle est la sanction morale? Ça n'existe pas. La sanction morale n'existe pas. C'est dans la conscience de chacun. Donc, laissons de côté cette affaire-là de morale. Évidemment que ce n'est pas acceptable. Mais, justement, parce qu'il y a eu mort d'homme, il faut que le prix payé soit par contrainte par corps, soit autrement, soit financièrement, soit à la hauteur du préjudice subi. Et c'est là où on peut juger, savoir si les sommes qui ont été payées par Trafigura sont suffisantes pour combler le préjudice subi par les populations. C'est une question d'appréciation. Et je pense que cela dépend des négociateurs. Question d'appréciation, sauf que les populations, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas, pour la plupart d'entre elles, touché cet argent. Ils n'ont peut-être pas touché parce que les sommes que Trafigura a payées n'est pas suffisante. Peut-être. Vous voyez, peut-être. Le préjudice subi a un prix. Où est passé cet argent alors? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis plus gestionnaire. Je ne suis pas comptable de cela. Je ne peux pas répondre à la place des gestionnaires. Je crois que si vous avez... Je peux vous demander un rendez-vous auprès des principaux responsables et demander-leur. Ceux qui ont signé l'accord. Je ne suis pas gestionnaire. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas me risquer à répondre à cette question-là parce que quand même votre émission est une émission sérieuse. Je ne peux pas... J'imagine que cet argent est allé au destinataire. J'imagine. C'est pas le cas. Moi, jusqu'à il y a, je veux dire, il y a quelques semaines, des associations qui représentent les victimes disent qu'ils n'ont pas encore reçu. Ils n'ont pas reçu, et certains n'ont même pas. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont reçu. Je pense qu'il y a certaines. Et même celles qui ont reçu estiment que les sommes qu'elles ont reçues sont dérisoires par rapport au préjudice. Tout à fait. Oui. Vous reprenez mes termes. Tout est question de est-ce que la somme versée par la société est suffisante par rapport au préjudice subi. Parce que de toute façon, il faut bien payer quelque chose. La dépollution, excusez-moi, la dépollution est importante. On parle d'indemnisation, mais la dépollution, de faire en sorte que ces émanations ne continuent pas. C'est ça, c'est important. Est-ce que ça continue? Je n'en sais rien. Bien sûr que ça continue. Parce que la dépollution continue, je n'en sais rien. La dépollution, non, mais les effets et la contamination de ces zones est encore effective et les populations riveraines en souffrent encore et encore de... On va refermer parce que je pense qu'on va élargir un peu. Vous êtes un panafricaniste, on va dire ça comme ça. Le mot vous convient ou j'exagère à peine? Moi, je suis un militant de l'intégration africaine, effectivement. Voilà, un militant de l'intégration africaine. Donc, on va aborder un petit peu quelques dossiers au-delà de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi la crise politique qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Je rappelle que le président Thabo Mbeki a dû démissionner, poussé par son propre parti, l'ANC, à la suite d'une affaire qui mettait en cause Jacob Zuma, qui a été... innocenté, et la justice a considéré qu'il y avait eu des pressions politiques de la part du président sud-africain sur ce dossier, donc ce qui a amené l'ANC. Comment est-ce que quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Moi, la première observation que j'ai faite, j'ai dit voilà un pays où voilà un parti qui montre qu'il est démocratique dans son fonctionnement et qu'il est fort, un parti fort, et qui rappelle aux uns et aux autres, en tout cas à ses responsables, qu'en fait, ils tiennent leur pouvoir du parti. Ça, c'est la première observation. L'ANC démontrait que c'est un parti qui est très fort. Qui est très fort. Bref, vous pensez que ça va se stabiliser, que la crise... je pense. Que ça va passer. Je pense. Et je souhaite, en tout cas. Je souhaite. Je pense et je souhaite. C'est une question qui remet aussi un petit peu en cause le processus
qui a eu lieu au Zimbabwe, puisque Thabo Mbeki a été l'un des artisans de cet accord de partage du pouvoir. Vous pensez que cet accord n'est pas menacé? Non, j'espère que le président Thabo Mbeki n'a pas fait cavalier seul. Et que c'est en tant que président de l'Afrique du Sud qu'il est parti, qu'il a été donc l'artisan de cet accord. Et que en tant que président, et c'est d'ailleurs ce que cela signifie, il est président parce qu'il est l'envoyé de l'ANC. Et même de la SADC, il était aussi mis à... Voilà, j'imagine donc que l'ANC se sent solidaire de tout ce que le président a fait, et que par conséquent, le départ que l'on peut regretter, parce qu'on a selon quelques amitiés particulières avec le président Thabo Mbeki, ne remet pas en cause l'acquis qu'il a obtenu au nom de la République sud-africaine et au nom de l'ANC au Zimbabwe. Je le souhaite. Vous parliez d'élections transparentes qui ne devraient pas être contestées. Les élections justement au Zimbabwe, et cet accord fait partie d'une élection qui a été vivement contestée, qui a été semble-t-il remportée par l'opposition, et puis on a eu le même processus au Kenya. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen aujourd'hui en Afrique? L'opposition gagne les élections, le parti qui est en place remet en cause ce résultat, on négocie, on se partage le pouvoir. Est-ce que c'est un nouveau moyen de gérer un petit peu la démocratie? Non, je pense que avec ces exemples, y compris d'ailleurs celui à un degré moindre, ce qui se passe dans mon propre pays, démontre la difficulté que nous avons en Afrique d'appliquer la démocratie qu'on appelle la démocratie universelle. Et je crois que nous devons nous interroger sur le caractère universel de la pratique démocratique. Je ne dis pas de la démocratie. Nous avons démontré depuis 1990 que nous avons des difficultés à pratiquer la démocratie telle qu'elle se fait dans les autres pays qu'on qualifie d'universelle. Alors peut-être que nous devons y introduire quelques particularités qui sont africaines. Chirac disait que disait que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui s'est passé là, depuis? Je vous pose la question. Non, c'est vous qui avez cité le président Chirac. Moi, j'observe tout simplement que nous avons des difficultés à pratiquer la démocratie telle qu'elle est pratiquée dans ce pays, par exemple, ou aux États-Unis. J'observe aussi que toutes les élections qui se sont organisées, pratiquement toutes, sous l'empire de la démocratie, dans la plupart des pays, à quelques exceptions près, toutes ces élections ont été conflictuelles. Mais s'il s'agit de conflits post-électoraux qui se règlent plus ou moins par le dialogue, passe encore. Mais ce sont des conflits meurtriers, où des gens meurent. C'est inacceptable pour moi. Au nom de la démocratie, des gens sont tués. Au nom d'une pratique de la démocratie, d'une malpratique de la démocratie, les gens sont tués. C'est inacceptable. Et après, on aboutit à quoi? Après avoir massacré des populations au nom de la démocratie, à l'occasion de la démocratie, on arrive à un partage de pouvoir. Ça, je ne comprends pas. Alors, si la finalité est de dire que malgré la démocratie, malgré les élections, nous sommes tous fils d'un pays que nous pouvons tous gérer ensemble, pourquoi on n'introduit pas d'emblée, d'entrée de jeu, cette façon de penser pour désamorcer les conflits meurtriers? Vous comprenez ce que je veux dire?